bonjour à toutes et à tous. Merci effectivement d'être présent à cette journée professionnelle du Festival Lettres du Monde. On va aborder aujourd'hui avec beaucoup d'intervenants, un petit peu des intervenants qui sont un petit peu répartis sur tous les secteurs du livre, de l'édition. On va pouvoir essayer de voir avec eux qu'est-ce que c'est que l'IA. Qu'est-ce qu'eux ils en pensent? Est-ce qu'ils l'utilisent? Est-ce qu'ils ne l'utilisent pas? Peu importe, mais enfin on va pouvoir discuter de ça avec eux. Donc c'est une grande chance que l'on a aujourd'hui effectivement d'avoir vraiment tous les acteurs du livre. Donc ça c'est important et c'est ce qui va nous permettre effectivement que cette journée soit riche en informations. On va commencer cette journée avec une intervention, celle de Laurent Simon, professeur des universités, domaine informatique, qui va essayer pendant une petite demi-heure, alors on est en retard, donc on va quand même garder la petite demi-heure, on réduira peut-être après, un petit peu après, qui pendant une demi-heure va essayer effectivement de nous parler, de nous donner, peut-être pas une définition, mais de nous dire à peu près qu'est-ce que c'est que l'IA, en tout cas dans les domaines qui nous concernent, bien évidemment, les domaines plutôt culturels. Je vous laisse la parole, je vous laisse travailler. Très bien, merci beaucoup. Donc, alors, est-ce qu'on peut basculer sur les transparents? Donc, moi, effectivement, je fais de l'informatique. Alors, c'est pas un gros mot, hein. Donc, je suis aussi directeur du département informatique de l'ENSERM Mathmeca, qui est la plus grosse école d'ingénieurs de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on forme des élèves, on a des spécialités en intelligence artificielle, et je suis porteur d'une chaire, donc opérée par des mécènes via la fondation Bordeaux Université, qui s'attaque à la problématique de déployer des IA dignes de confiance. Voilà. Donc je pense que c'est à ce titre-là. Et effectivement, l'intelligence artificielle, on en entend énormément parler. Principalement, en fait, je pense qu'il vous concerne le plus, c'est les IA qu'on appelle génératives. Donc, ce sont des systèmes informatiques qui vont générer quelque chose. Voilà. Donc, ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est essayer d'ouvrir un petit peu le capot et de vous montrer comment ça marche à l'intérieur, parce que je pense qu'un des ingrédients de la confiance qu'on peut avoir dans ces systèmes, c'est les appréhender et les utiliser à bon escient, parce que c'est vraiment des outils qui vont arriver, qui sont déjà là et contre lesquels on ne peut rien faire. Ils vont s'améliorer, donc il faut vivre avec. C'est ce qu'on appelle une innovation. Elle arrive, elle pop-up, là, il y a une petite innovation qui arrive. Il faut en faire un progrès. Et donc, en faire un progrès, ça va dépendre de vous, de comment vous l'appropriez dans vos métiers respectifs. Donc, si on est là, c'est principalement parce que par rapport à l'informatique, l'intelligence artificielle, elle nous touche dans notre quotidien. C'est-à-dire que c'est avec, par exemple, la discussion avec une machine qu'on va interagir avec la machine. C'est l'IA qui va essayer de reconnaître des images, de reconnaître des gens sur des vidéos, de faire de la traduction de texte, par exemple. Donc, je pense que vous avez tous essayé, j'imagine, dans vos métiers, de traduire du texte ou de produire du texte avec des IA à l'heure actuelle. On peut discuter avec, elle peut nous faire des recommandations. On va voir que, je ne dirai pas dedans, mais parfois elle se trompe. Hein. Si vous allez une fois dans un hôtel à Caen, vous allez recevoir des mails pour les hôtels de Caen pendant 1 an ou 2, alors qu'une fois c'est bien. J'ai rien contre Caen, hein. Mais je le fais sur différentes villes. En fait, c'est la même blague, mais je change de ville. Donc, le champion du monde des échecs aujourd'hui, c'est une machine, et de loin, en fait, c'est extrêmement facile pour une machine de battre un humain. Pareil pour le Go, qui est un jeu millénaire chinois et qui semblait hors d'atteinte, et aujourd'hui, très clairement, en fait, c'est extrêmement difficile de battre même un ordinateur d'une puissance normale dans ces choses-là. Et puis on va de plus en plus, en fait, il y a des bouleversements au-delà de la littérature avec l'IA, notamment dans les sciences, en mathématiques, où en fait maintenant le mathématicien peut être équipé d'un assistant automatique qui va l'aider à faire des preuves, voire l'aider à découvrir des preuves intéressantes ou vérifier en fait ce qu'il est en train de faire pour voir s'il n'y a pas de bug. Et puis dans l'IA générative, il y a la génération de texte. Et la génération d'images. Vous avez vu, ça c'est une image que j'ai générée simplement avec ce qu'on appelle un prompt. C'est-à-dire j'ai dit donne-moi un robot qui sort d'un tiroir. Alors pourquoi? Parce que je pense que l'IA, on en trouve partout, mais il y a encore des problèmes qu'on ne sait pas faire, c'est trouver les deux chaussettes qui vont ensemble. Et je pense qu'il y a encore plein de progrès en fait, qui nous reste à faire. Ça, c'est des grands problèmes ouverts, en fait. On va voir qu'il y a peut-être qu'on aura le temps de voir la différence. Mais en fait, dans les médias, c'est très présent. Et on nous donne des phrases en fait, qui donnent le vertige, qui peuvent même faire un peu peur. C'est des phrases... alors,
pour certains de grands spécialistes en IA, on nous dit voilà, d'ici 3 à 8 ans, on aura des ordinateurs qui auront l'intelligence d'un humain moyen. D'ici 20 ans, en fait, on pourra remplacer tout le travail d'un humain par une machine. Et puis, il y a une notion de peur, en fait, qu'il se passe quelque chose de mal. Et on nous dit voilà, d'ici de l'ordre de 5 ans, ça va arriver. Voilà, donc c'est ce qu'on entend dans les médias. Et je vais vous rassurer, ce qui est rassurant, c'est qu'en fait, c'est des vieilles prédictions. Marvin Minsky et Herbert Simon, c'est les deux qui ont proposé le terme intelligence artificielle dans les années 50. Et déjà à l'époque, en fait, ça faisait le buzz. Et on disait, mais c'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec une machine. Si ça continue comme ça, en fait, c'est foutu, quoi. L'humanité sera remplacée par des humains. Et on voit que ça n'a pas eu lieu. Et puis là, bon, je l'ai grisé Elon Musk parce qu'il dit n'importe quoi. Il suffit d'attendre un petit peu, il se contredit. Mais en fait, effectivement, pendant un moment, il a créé OpenAI, notamment donc une entreprise qui fait beaucoup de résultats impressionnants en IA, pour essayer de contrecarrer ces histoires de risques. Donc, moralité, l'IA, elle est performante pour faire de la prédiction. On l'utilise pour faire de la prédiction, mais pas les chercheurs, eux, font des très mauvaises prédictions. Ça, il ne faut pas nous croire. Donc l'intelligence artificielle, je ne vais pas tout décrire, mais il y a des jalons, en fait, et c'est très vieux. En fait. Moi, je fais de l'IA depuis plus de 20 ans. J'enseigne l'IA depuis plus de 20 ans. Et puis, ça date des années 50, 56, où en fait, le terme intelligence artificielle est arrivé. Il y a eu des systèmes experts, c'était des systèmes logiques qui faisaient des recommandations, où en fait, un expert mettait dans la machine sa connaissance et sa capacité de déduction. Et on essayait d'utiliser ça pour faire du raisonnement automatique. Et dans les années 70-80, tout le monde disait les systèmes experts, ça va tout résoudre, ça va tout résoudre. En fait, on n'a pas réussi. Il y a eu Kasparov contre Deep Purple Blue. Il y a une série en ce moment sur Arte, Rematch, qui retrace ce truc-là. Alors c'est très romancé, c'est pas exact, hein, mais il y a des contextes réels dans ce match qui sont dedans. Et puis dans les années 2000, grâce aux gamers, les informaticiens qui avaient des cartes spécialisées dans les machines qui s'appellent des GPU pour produire des graphiques de manière hyper belle, et ben en fait on a utilisé cette puissance de calcul de rendu graphique pour entraîner les machines à apprendre des choses. Je vais vous décrire comment on le fait plus tard. Et puis donc voilà, ça s'est arrivé en 2010. En 2011, il y a une machine qui a gagné la finale aux États-Unis de Jeopardy. Donc c'est un jeu dans lequel c'est en langage naturel. On vous donne des réponses. Il faut trouver la question aux réponses. Et voilà. 2015, gros chambardement. Moi, j'ai dû refaire tous mes transparents parce que je disais on n'y arrivera jamais en Go. Et 2015, le champion du monde est une machine en fait qui est AlphaGo. Et puis il y a une architecture qui arrive, 2017, ça c'est un truc technique, mais c'est une date, parce que grâce à cette architecture, cet agencement en fait interne de la machine, est né ChatGPT, dont ChatGPT 3, et un outil absolument faramineux. En 5 jours, il y a eu plus d'1 million d'utilisateurs. C'est jamais arrivé sur aucune technologie. Et ça bouleverse vraiment le monde. Et en 2024, des choses incroyables, le prix Nobel. 2 prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie, sont remis notamment à des chercheurs en intelligence artificielle du fait de ce qu'ils ont fait dans leur domaine. Vous voyez, donc vraiment, on en trouve partout et ça bouleverse le monde. Alors, le problème, le défi de l'IA, en fait, c'est que l'intelligence, le terme intelligence, est déjà assez flou. Enfin, on ne sait pas le définir. Alors, intelligence artificielle, il y a 2 termes à définir. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une astuce qui dit on ne va pas le définir, on va se ramener en fait à des intelligences qu'on connaît. On va dire si une machine fait ce que ferait un humain, on va qualifier la machine d'intelligente. C'est très discutable, hein, mais il faut avancer, hein, sinon on ne fait rien. Et donc on dit voilà, l'IA, c'est faire une machine ce que ferait un humain moyen. Est-ce que c'est satisfaisant comme définition? Est-ce qu'on a envie d'avoir des outils à la maison qui sont de l'intelligence d'un humain moyen? On se pose la question, c'est quoi un humain moyen? D'accord. Est-ce que vraiment on a envie d'avoir un Américain texan? En fait, j'ai rien contre encore une fois. Je prends des nationalités au hasard, pas pour celle-là, ce que j'ai mis au maire. Mais est-ce que vraiment on a envie d'avoir un humain moyen? Non, on a envie d'avoir un spécialiste. En fait, on veut pas un humain moyen. Donc en fait, la définition, elle est pas tout à fait exacte. Et en plus, c'est pas constructif. On ne sait pas trop ce qu'on entend par ce que ferait un humain. Est-ce que c'est, encore une fois, aller chercher les chaussettes dans les tiroirs pour les mettre ensemble? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus calculatoire, de plus informatisé? Voilà, est-ce que ça fait partie d'habiter avec nous le monde physique? Ou est-ce que c'est simplement des outils au travers d'un clavier? D'accord. Donc ça crée tout un tas de problèmes. Et ça crée aussi énormément de fantasmes. Il y a en fait deux
deux grands pans en fait, de l'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on voit dans la science-fiction, il y a ce qu'on entend dans les médias aussi parfois, c'est l'IA rêvée. C'est-à-dire qu'effectivement, si on arrive à faire à une machine ce que ferait un humain, eh ben on a réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que cette machine, ce système automatique, soit capable de percevoir, de comprendre, d'avoir de l'humour, d'apprendre, de raisonner, d'expliquer, d'être curieux, inventer. Et en fait, derrière, il ne faut pas se leurrer, ça reste des machines, ça reste du calcul. Hein. Et donc derrière, c'est que des algorithmes. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien d'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait ça, ça veut dire qu'aussi, si on veut faire un humain moyen, il faut que la machine elle soit capable de se tromper, d'être biaisée, de se moquer, d'avoir peur, de mentir, parce que ça fait partie de l'intelligence humaine, donc il faudrait le mettre. Ah ouais, mais on dit, mais non, ça, on ne veut pas le mettre. Ah ouais, donc il faudrait savoir. Alors, pour essayer d'enlever les biais, les biais c'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure, et on essaie de mettre en œuvre des vérifications, des tests sur les algorithmes qu'on développe. Et donc là, il y a deux grands domaines qui sont vraiment hermétiques l'un à l'autre. Il y a l'IA qu'on appelle générale, qui n'a pas vraiment de définition, qui est vraiment on remplace les capacités d'un humain par une machine, mais toutes les capacités. On est capable de discuter avec lui, on est incapable de voir si c'est une machine ou un humain par la discussion. L'idée, c'est que si on simule parfaitement l'intelligence par un système, alors c'est de l'intelligence. Mais ça, on ne sait pas le faire, en fait. On n'a aucune idée de comment le faire. Même si vous allez voir, ChatGPT, c'est très impressionnant, on en est encore très très loin. Par contre, là où il y a du succès, et là où vraiment il ne faut pas hésiter, c'est ce qu'on appelle l'IA restreinte, c'est-à-dire qu'on va spécialiser un algorithme, on va spécialiser une tâche pour faire quelque chose de très précis. Et là, si on est capable de mesurer la capacité du système à bien résoudre notre tâche, on y arrive très bien. Et il y a plein de progrès qui se font dedans. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ChatGPT, alors, qui a déjà utilisé ChatGPT? Ah oui, très peu n'ont pas utilisé quand même. Okay. C'est impressionnant quand même. Hein. Et donc, quand vous dites utiliser, c'est... jouer avec. Voilà, jouer, c'est pas forcément travailler avec. Non, jouer avec, poser une question, discuter avec lui pour voir ce qui se passe. Quoi. Essayer, hein, c'est impressionnant. Et on peut se dire, c'est de l'IA générale, il comprend ce que je dis, il arrive... Non, en fait, vous allez voir que c'est un système très restreint, c'est un système qui fait juste une tâche très précise, en fait, et émerge quelque chose de plus fort, mais c'est une tâche très précise qu'il fait, en fait, il ne cherche pas à vous comprendre. Donc je vais passer sur celui-là parce que j'aimerais bien aller à l'essentiel. Donc il y a énormément de succès. On nous parle de véhicules autonomes. Hein. À San Francisco, il y a réellement des voitures qui circulent sans chauffeur toute la journée, tout le temps, et c'est très impressionnant. Ça fait peur. Enfin, des fois, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? L'IA, on nous dit, elle était l'année dernière dans le top 10 aux examens américains du barreau d'avocats de l'Illinois. Donc les meilleurs avocats semblent être des IA. Elle pourrait probablement avoir le bac, si on arrive à lui donner les éléments, mais typiquement en disserte, en fait, on peut lui faire des dissertes de philosophie, et je pense que c'est la plupart du temps, elle aurait le bac, elle aurait en tout cas la moyenne. Elle est capable de doubler en temps réel quasi des comédiens, c'est-à-dire prendre un film et faire bouger les lèvres des acteurs dans une autre langue, tout en traduisant, tout en prenant la voix de l'acteur principal et le faisant parler dans la langue qu'on veut. D'accord ? Donc ça, c'est hyper impressionnant. Ça met effectivement des métiers en risque, mais bon, voilà. Elle sait parfaitement bien, enfin assez bien résumer des textes, écrire des news, résumer des réunions, philosopher éventuellement, produire du code informatique, c'est-à-dire qu'elle est très utilisée. En tout cas, philosopher dans le sens scientifique du terme, c'est-à-dire que si vous me donnez deux documents, une philosophie d'un humain et une philosophie produite par la machine, j'aurais du mal à savoir qui a fait quoi. Elle ne philosophera pas, c'est une machine. Hein. Elle n'a aucun sentiment, aucune volonté. Mais en tout cas, ce qu'elle va produire me donnera l'illusion, en fait, de philosophie. Mais je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas un être humain, elle n'a aucune pensée, aucun sentiment, aucune compréhension, etc. Mais elle produit quelque chose de l'ordre de ce qu'on pourrait attendre. Elle peut conseiller des scénaristes, découvrir des médicaments. Alors ça, c'est un vrai danger, en fait. Mais c'est un vrai danger, non pas parce qu'elle produit n'importe quel type de médicament, mais si tout d'un coup, toute l'innovation scientifique, tous les brevets sont gérés par Elon Musk, en fait, parce qu'il a de quoi produire des brevets automatiquement par des machines. Tous les médicaments, tous les brevets, tout d'un coup, tout s'écroule. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de former des élèves parce qu'en fait, on n'arrivera pas à suivre, on ne pourra pas produire des médicaments au même rythme ou inventer. Donc ça crée tout un tas de choses. L'IA, elle est adoptée de manière très massive
par les étudiants. Hein. Nous, ça nous pose des problèmes à la fac et à l'université. Et c'est des vrais problèmes, des vrais enjeux. Et ils ont raison de l'utiliser. Hein. C'est l'avenir. L'avenir sera avec ces outils. Donc il faut les utiliser. C'est à nous de nous adapter. Et donc ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que vous avez de l'ordre de 30%, c'était l'année dernière, qui jugeait utile de payer 20 € par mois pour utiliser ces outils. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai appétit en fait sur ces outils-là. Alors, je vous ai dit, c'est très impressionnant et je le maintiens. C'est-à-dire que ce sont des outils qui sont vraiment extraordinaires. Il faut savoir les utiliser. Par contre, pour savoir les utiliser, il faut essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Et en fait, ils n'ont pas. Ce qui est particulier dans ces outils-là, c'est qu'ils n'ont pas de notion de vrai. Ils ne savent pas ce que le monde est. Ils n'ont aucune ils n'ont pas le bon sens. Par contre, ils ont vu énormément de documents qui décrivent le monde. Énormément de documents de gens qui interagissent avec le monde. Et donc, ils ont une certaine compréhension de ce monde via des textes écrits. Mais le bon sens, malheureusement, il n'est pas écrit. C'est-à-dire que dans un livre, les choses évidentes ne sont pas écrites. Donc il y a des choses qui manquent à ces systèmes-là. En plus, ces systèmes sont gratuits. On joue avec. Et donc quand vous allez jouer avec, quand vous allez essayer de le piéger, ce que vous allez faire va servir d'entraînement pour la génération d'après. Donc elle ne se fera plus piéger avec les mêmes éléments. Et comme il y a des millions et des millions d'utilisateurs qui essaient de le piéger, aujourd'hui, trouver un piège, ça commence à devenir très complexe. Parce qu'on se croit original, mais quelqu'un d'autre a essayé de le piéger pareil. On est très nombreux à être originaux et en fait, à la fin, on fait tous la même chose. Donc là, j'ai essayé de trouver des pièges. Peut-être que ça ne marche plus, mais voilà, je lui dis un truc un peu compliqué, c'est-à-dire quelle cravate je dois prendre pour faire un entretien téléphonique. Donc là, il y a deux forces contradictoires. C'est dans les textes, il y a beaucoup de textes qui disent il faut être bien habillé. Puis en même temps, il y a une certaine compréhension du monde du fait que quand on est au téléphone, on n'a pas besoin de s'habiller. Donc là, voilà, c'est pas trop. Enfin, ChatGPT ne sait pas trop. Là, je lui ai posé une question. Alors ça marche plus là. J'ai réessayé avec la dernière version, mais je lui ai posé une question. Voilà, l'extérieur de mon ballon est dégonflé, mais pas l'intérieur. Question qui n'a pas de sens, parce que dans le monde réel, c'est lié, mais lui, il ne le perçoit pas. Voilà. Donc ça, c'est assez marrant. Voilà, je lui pose des questions bizarres. Mon tableau blanc est rempli, mais de quelle couleur est mon feutre? Et là, il part n'importe où. En fait, je ne comprends pas pourquoi il me dit on peut peut-être sentir la couleur. Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens, en fait. Et en fait, excuse-moi, il n'a pas la possibilité de dire mais c'est une question idiote, je ne peux pas y Alors, répondre. on va voir comment ça marche, mais il pourrait, mais en fait, s'il le fait, il risque de le faire trop. Donc c'est compliqué à mettre en œuvre. Et puis voilà, si on dit du bien, j'ai des chevilles qui gonflent, voilà, il me dit voilà comment il faut faire pour se chausser. Il a un peu du mal à comprendre aussi la réalité, l'humour, mais il s'améliore. Alors, l'un des dangers en fait de ces systèmes, c'est qu'en fait ce système il a une certaine vision du monde. Cette vision du monde, c'est une vision occidentale. Il a été entraîné, on va voir, je vais aller assez vite sur comment ça marche, mais il a été entraîné sur énormément de textes, et la plupart des textes qui sont disponibles sont plutôt des textes occidentaux, plutôt anglais. Et donc je lui dis, voilà, tu as un système. Donc là, ce que j'ai fait, c'est du prompt, c'est-à-dire que je décris à ChatGPT la tâche que je vais lui demander. Et ça, c'est vraiment très fort. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un dialogue, c'est on peut lui dire maintenant, tu es un éditeur fameux dans les livres, tu dois juger la qualité d'un roman littéraire de philosophie. Voilà le résumé du roman, donne-moi ton avis. Et il sera bien meilleur si vous lui décrivez sa tâche en lui disant qui il est, que si vous lui dites simplement fais-moi un résumé du document. Il va prendre le rôle en fait que vous lui donnez. Et vous pouvez le faire sur tout un tas de choses. Donc je lui dis, j'aimerais bien que tu finisses ma phrase. Et bien évidemment, il a une vision sexiste du monde. Et donc ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est qu'en fait, ChatGPT 4o, donc c'est la dernière version, la plus élaborée, c'est celle qui est utilisée pour faire les résumés de toutes les réunions, pour faire la production de tous les textes. Derrière, de manière sous-jacente, il y a une vision rétrograde de la société, et c'est pas du tout un progrès. Donc on est dans l'innovation au sens premier, qui est on maintient, en fait, on fait des choses pour maintenir les acquis des acquis, pour maintenir la situation actuelle qui est plutôt sexiste. Donc c'est un vrai problème, et on ne sait pas comment faire au niveau de le résoudre. Plus que ça, c'est un problème un peu philosophique sur ce qu'on cherche à faire, parce que là, il y a un système avec qui on discute. Est-ce que ce système doit avoir une vérité ? Ou est-ce qu'il doit être d'accord avec son interlocuteur? Il y a eu des expérimentations où ils ont montré que ce système, les gens qui étaient platistes avaient une mauvaise expérience avec ChatGPT, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Et donc là, on peut se poser la question, oui, mais est-ce que je ne dois pas produire un assistant qui est d'accord avec la personne à qui il est, ou est-ce que je dois produire un assistant qui a une vérité? Mais si c'est une vérité, c'est laquelle?
Donc voilà, ça pose des problèmes en fait. Et pour l'instant, les gens qui répondent à ces questions-là, bah, c'est Facebook, c'est Google, c'est les GAFA, mais c'est pas les législateurs, c'est pas les politiques. Donc ça pose des problèmes. Ensuite, il y a des choses très étonnantes dans ces systèmes de discussion. Je vous ai dit, ils sont très forts, ils peuvent passer le barreau. On va dire, ils sont hyper intelligents. Mais en fait, c'est pas si simple, parce que il y a des études, on a regardé comment ils répondaient au QCM, parce que les barreaux américains, c'est des QCM, c'est pas forcément des choses philosophiques, donc c'est très accessible. En fait, ils favorisent statistiquement la première réponse. C'est étonnant, mais voilà, c'est un biais qu'ils ont. Donc c'est inattendu. Normalement, ça devrait être décorrélé. Si on mélange, ça ne devrait pas changer. Ensuite, si on leur repose la question, non pas sous forme de QCM, mais sous forme de texte, avec des phrases, en fait, ils ont montré que leur représentation interne de la question était différente. Donc, ils ont une spécialisation QCM bizarre. Ils ne comprennent pas la question pour après choisir. Il y a un automatisme qui arrive, qui est indépendant de la compréhension de la question. Et ce qui est bien plus étonnant, c'est que vous prenez les QCM et vous virez les questions. Vous gardez que les choix, et ils restent très bons. Et donc ça, c'est très étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut surtout pas d'anthropomorphisme avec ces systèmes. Ils peuvent être très bons, donner l'illusion d'être très bons, et pourtant ne rien comprendre. Et ça, c'est hyper important à comprendre avec ces systèmes-là. C'est pour ça que, pour reprendre sur la philosophie, ils sont capables de faire des essais philosophiques qui pourraient être jugés très bons, sans vraiment rien comprendre au fond du truc. Non, ils sont... en fait, alors dans cette étude, c'est un peu plus compliqué. Ils ont montré qu'ils étaient quand même capables en interne de régénérer la question, un peu comme dans Jeopardy. C'est-à-dire, un peu comme nous, si on nous posait la question avec des réponses, on essaierait de deviner la question. Et ils le font un peu. Ils arrivent à deviner la question. Alors, je vais vous le montrer. C'est les grands modèles de langage. Alors, je ne vais pas vous montrer comment ça marche en pratique. Si, je vais juste vous montrer ça. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. D'accord. Vous inquiétez pas. Ce que je vous montre, c'est ça, c'est le calcul qui est fait à l'intérieur de la machine. Ça, c'est ce qu'on appelle un neurone artificiel. On vous parle de réseau de neurones. D'accord. Donc on a l'illusion, on dit c'est des neurones, ils ont programmé des neurones dans la machine. En fait, non. Pour ceux qui ont fait un peu de maths, le sigma là, c'est une somme. Donc en fait, chaque élément, il prend des valeurs, il les multiplie par un poids. Par exemple, ici, il y a 0,5 qui arrive. Ici, il y a un poids qui est par exemple 10. Il fait 0,5 fois 10, donc ça fait 5. Il le met là, et il fait la somme de tout le monde ici, et il sort la somme de tout le monde. Donc c'est juste une somme de multiplication. Ça, c'est un neurone. Et ce transparent, c'est juste pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec les neurones. Ça, c'est des vrais neurones. Vos neurones, toute la journée, il y en a de nouveaux qui poussent, qui se déconnectent, qui se reconnectent. Il y en a qui meurent, et c'est très bien qu'ils meurent. S'ils ne meurent pas, vous avez des maladies. Donc, voilà. Et donc, en fait, il y a des humains qui vont prendre ces petits systèmes, ces petits neurones, et qui vont les mettre ensemble. Et ça, c'est des humains, c'est des ingénieurs. Et suivant la tâche qu'on va demander à la machine à apprendre, on va les agencer différemment. Là, le but, c'est pas de comprendre ça, c'est juste de montrer qu'il y a un écosystème d'agencement. Il y a des multiples façons d'agencer les neurones ensemble. Et ça, c'est un humain qui le fait. Ce n'est pas appris automatiquement. Ce que la machine va faire, par contre, c'est une fois qu'elle est configurée comme ça, et bien en fait, il y a plein de petits poids à l'intérieur qu'il va falloir paramétrer. Et ça, elle va l'apprendre automatiquement. Elle va simplement apprendre des constantes. D'accord. Bon, je vais pas, les transparents d'avance, c'était comment elle le fait, c'était l'intuition de ça, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Alors, avant de vous montrer comment marche LLM et ce que c'est que LLM et le reste, dans les grands succès aussi qu'on a en IA, dans l'IA générative, on décrit avec du texte et l'IA nous produit une image. Donc c'est vraiment la revanche des geeks. C'est-à-dire que moi, en dessin au collège, j'avais des très mauvaises notes. Maintenant, je pourrais aller voir mon prof et dire regarde. Voilà. Donc c'est juste en écrivant du texte, on décrit. Voilà, je veux des marmottes sur Noël qui mangent du popcorn avec de la neige, et la machine produit ça. D'accord. Alors ça pose tout un tas de problèmes qui vous intéressent aujourd'hui, le copyright, est-ce que j'ai le droit à l'utiliser, est-ce que c'est éthique, etc. En tout cas, on sait le faire. Pareil, là, il y a un Père Noël. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ces photos? Elles sont magnifiques, sauf qu'en fait, il y a des petits machins bizarres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il n'arrive pas à décider entre le popcorn et l'écharpe pour la marmotte du milieu. Ouais. Il y a un flou bizarre. Mais bon, globalement, c'est chouette. Là, c'est pareil. Il a du mal entre le cookies et la pizza. On ne sait pas trop ce que c'est.
Bon, mais ça reste magnifique. Là, c'est vachement bien parce qu'il a 4 doigts dans la main, ça c'est bien. Et là, il en manque un, j'ai l'impression. Bon, mais il y a des petits problèmes. Ça fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'on est capable de produire ça juste avec un texte. D'accord ? Et nous produit ça. Et même, on est capable maintenant de faire des maquettes 3D, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre et l'imprimer chez vous. Vous pouvez faire de la sculpture simplement en décrivant ce que vous voulez. Donc, c'est magnifique. Vous pouvez ce qu'on appelle fine-tuner, c'est-à-dire qu'on prend un modèle génératif d'image et vous pouvez lui rajouter un petit composant supplémentaire, c'est-à-dire qu'il soit capable de vous produire vous. Donc cette personne-là au milieu, elle a spécialisé les outils avec sa photo et il lui a demandé de faire des selfies au travers des âges en fait avec lui. Voilà, donc c'est assez marrant. Donc ça c'est un mème, il a repris un mème d'internet avec sa photo et dans un autre contexte et l'IA l'a généré. Voilà. Et puis bah, il y a des choses qui marchent moins bien. Par exemple, si vous lui demandez d'illustrer l'histoire des échecs, bah, ça a l'air bien de loin, sauf qu'en fait l'échiquier il a un vrai problème, quoi. Et là on tombe sur des limitations, c'est-à-dire que en fait, ces systèmes-là, on va voir comment ils fonctionnent. Ils n'ont aucune notion de l'existence des objets. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un échiquier. C'est pas 8-8, machin. Enfin, on ne peut pas leur poser des questions sur le bois, la texture du bois, etc. C'est simplement des choses qui produisent des images sans avoir aucune connaissance. Et là, vous voyez qu'il y a la notion d'échec, le force en fait à mettre plein de pièces. Mais il n'y a pas une reine, il n'y a pas un cavalier, il n'y a pas. Ouais, il a même mis quelque chose qui est un mélange encore. Il n'arrive pas à décider entre le. Et puis il y a des choses encore plus aberrantes, mais je l'illustre parce que ce sera pareil au niveau du texte. Quand vous allez générer du texte, il pourra y avoir des choses aberrantes. Les choses aberrantes, c'est la famille heureuse d'IKEA, mais qui n'est pas normale. Et ça, c'est hyper troublant. C'est-à-dire qu'on a un sentiment de bien-être quand même. Enfin, ils sont bien. Mais je pense qu'il faudrait que quelqu'un leur dise qu'il manque un truc. Et donc, il y a plusieurs trucs qui ne vont pas. Enfin, bref. Voilà, il y en a d'autres comme ça. Quelqu'un qui fait du hip-hop, bah, il a du problème, les pieds, les mains, il ne sait pas trop où les mettre, il a trop de doigts, il y a plein de choses, il y a des choses très vraies et des choses très fausses. Alors comment ça marche ces systèmes ? Ça c'est mon chien, et mettons que ce que j'aimerais, c'est que je lui donne un prompt en haut, je lui dis un golden retriever sur une terrasse vu en grand angle. C'est ce que je lui donne, et j'aimerais qu'il me produise ça. D'accord ? Bon là c'est un peu dans... Voilà. Donc ce que je vais faire, pour faire ça, je vais avoir accès, et c'est ça qui change tout, à énormément de données. Donc alors c'est pas la quasi-totalité des photos, mais quand vous mettez sur Facebook, en fait Facebook récupère vos photos et il en déduit un peu des discussions de quelles photos il s'agit. Mais c'est surtout vous avez des entreprises qui sont spécialisées pour taguer, donc des petites mains, qui vont prendre les photos, qui vont les décrire en fait en texte. Donc on part d'un monde, enfin d'énormément de données comme ça. Et ce qu'on voudrait, ce qu'on aimerait, c'est partir d'une image complètement aléatoire. Donc c'est un bruit aléatoire pour ceux qui connaissent les télés cathodiques quand il n'y avait pas de signal. Donc c'est un bruit aléatoire. Ça, c'est que des nombres aléatoires. Et ce que j'aimerais, c'est partir d'un bruit aléatoire, étant donné une description, que je trouve une image de ce genre. D'accord ? Donc ça, si vous dites à quelqu'un de programmer un ordinateur pour faire ça, il n'en a aucune idée, quoi. Enfin, je ne sais pas comment le faire. Par contre, qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable de dégrader. C'est-à-dire que par contre, si vous me donnez ça et vous me dites bah, produis-moi ça, on est capable de le faire. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est facile. Ce qui n'est pas facile, c'est dans l'autre sens. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre tous les exemples qu'on a, donc les millions et millions d'exemples qui ont été tagués, et en fait, on va partir d'une image et on va la dégrader petit à petit. Donc, qu'est-ce que j'obtiens maintenant ? J'obtiens un système qui, si jamais il apprend à passer de là à là, donc si je lui donne ça, et je lui donne le texte qui est là, eh ben je vais lui dire, j'aimerais bien que tu produises ça. D'améliorer un petit peu pour aller dans le bon sens. Si jamais je te donne ça, et que je te donne ça aussi comme texte, j'aimerais bien que tu me produises ça. D'accord ? Donc j'ai dégradé, je suis parti de ma vérité, je l'ai dégradé, et je vais demander au réseau d'inverser, d'apprendre à inverser, à revenir en arrière. Donc je ne peux pas le faire d'un coup, c'est-à-dire je ne peux pas lui dire, pars de là, et arrive directement là-bas, parce que la tâche est trop difficile. D'accord ? C'est trop compliqué. Par contre, passer de là à là, c'est une tâche qu'il est capable de faire. Il va un peu améliorer, il va retirer du bruit, il va imaginer en fait comment devraient être les pixels, alors imaginer entre guillemets, il va essayer d'apprendre ça. Et on va lui faire apprendre, pour des milliers, des millions d'images, dégradées, à améliorer l'image comme ça. Maintenant, donc voilà, et voilà comment on fait.
Maintenant, ce qui vous intéresse aussi, c'est comment on fait sur le texte. Voilà, donc les LLM, elles sont là. LLM, c'est les grands modèles de langage. Entraîner un grand modèle de langage, maintenant, on verra après, mais on ne peut plus le faire. Enfin, on peut plus le faire. C'est-à-dire que c'est accessible à Facebook, c'est accessible à Google, c'est accessible à DeepMind, à X, maintenant à Twitter, c'est accessible à des nations, mais un laboratoire en informatique, il ne peut plus le faire. Voilà, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. Alors comment on fait ça? Donc ce qu'on veut, c'est un système qui nous permette de produire du texte. Donc ce qu'on va faire, on va dire, OK, produire un texte en entier, c'est trop compliqué. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est construire un système qui produit le prochain mot, simplement. Donc je lui donne le début d'un texte, je veux simplement qu'il me dise le prochain mot. Et après, comment je vais faire pour produire du texte? Je vais prendre ce système, et ce système, il va être auto-régressif en haut, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai produit le prochain mot, simplement, je reprends le texte agrandi avec cette première production, et je produis le mot d'après. Je vais remettre en entrée, je reproduis le mot d'après. Et donc de mot en mot, je vais arriver à produire un texte entier. Je reprends ce que j'ai produit, je le mets en entrée et je reproduis le prochain texte. Voilà, donc ça on sait faire. Maintenant, comment je fais pour que mon système produise le prochain mot? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout le texte qui existe. Alors, on n'en est pas encore. En 2028, on le verra, les systèmes auront la capacité d'apprendre sur l'intégralité de la production textuelle humaine qui a été produite. Ce n'est pas encore le cas, on n'en est pas très loin, on a un facteur 100, mais ça va arriver. Donc on va prendre énormément de textes, mais c'est des quantités faramineuses, tout ce qui existe sur Internet, le Wikipédia, tous les codes informatiques qui ont été produits, qui sont stockés, etc. Tout ça, on va le traiter. Et pour chaque phrase qu'on a, ce qu'on va faire, c'est on va faire comme pour l'image, on va la dégrader. Donc j'ai ma phrase et ma vérité en haut, en vert, et je vais construire une boîte noire qui s'appelle LLM, c'est un grand modèle de langage, Large Language Model, et je vais lui donner le début de la phrase, et je vais lui dire, produis-moi, donne-moi le prochain mot. Et là, j'ai la vérité. Je peux voir s'il s'est trompé ou pas. Donc je peux le paramétrer, je peux le forcer à moins se tromper. Je vais l'entraîner. Et je vais le faire sur tout plein de portions de phrases. Alors, à la fin, on va avoir un système, quand on lui donne un début de phrase, il a un modèle prédictif avec une probabilité pour chaque mot d'apparence. Je peux même ne pas forcément choisir le plus probable. Je peux choisir l'un des plus probables. Ce qui fait que le système, si je le relance, il va produire un autre texte. Je ne suis pas obligé de choisir le plus probable, je peux choisir parmi le top 10 des mots les plus probables. Et donc comme ça, mon système, il va pouvoir créer des nouveaux textes aussi. Alors on peut se dire, mais ça c'est statistique, enfin, je veux dire, ça peut pas comprendre le monde. Il n'y a aucune chance que ça comprenne le monde, c'est juste de la stat, c'est de la probabilité. Ouais, mais parfois, ça peut être plus compliqué. C'est-à-dire si on lui donne, s'il a la capacité de lire intégralement les cinq cochons, les 5 petits cochons, c'est Agatha Christie, je commence le livre, hop, je lui donne l'intégralité du livre et je m'arrête à l'assassin est. Et maintenant, il faut que tu me donnes le prochain mot là. En fait, pour prédire le prochain mot, si je veux qu'il soit correct, il faut qu'il ait, entre guillemets, compris le livre. Donc en fait, ce système statistique, il paraît statistique et il l'est. C'est vraiment des maths, c'est vraiment de la stat. Mais quelque part, pour que le système soit performant, il faut qu'il ait une compression de toute l'information qu'il a vue jusqu'à présent et une certaine compréhension de ça. Alors, et il me reste combien de temps? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, mais j'ai... Non, mais suffisamment. Prenez votre temps. Alors, quand on a ça, on n'a pas un chat GPT. Je ne peux pas parler à ce système. Il va me produire, si je commence une question, il va continuer la question. Donc ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce que je cherche à faire. Si je lui dis, je commence ma phrase en disant tu es un éditeur très célèbre, tu dois juger, etc., il va continuer ma phrase. Il ne va pas répondre. Donc ça ne suffit pas. Ça, par contre, cet entraînement-là, quand on va faire ça, c'est extrêmement coûteux. Je vous l'ai dit, c'est plusieurs mois de calcul sur des centaines de milliers de processeurs, chaque processeur valant 25 000 $. Donc c'est un équipement, c'est un coût qui est absolument faramineux et on ne peut pas le faire tout le temps, on peut le faire qu'une fois. Une fois que ce système-là a été appris, maintenant il va falloir que je fasse en sorte qu'il réponde à des questions. Donc il va falloir que je le spécialise. Et pour ça, il y a plein d'astuces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à des gens, encore des humains, on va prendre des questions au hasard. Par exemple, puis-je avoir une recette de pâtes pour un enfant de 11 ans? Donc on va définir tout un tas de questions typiques qu'on va vouloir
posées au système, et on va demander à des humains de répondre. Et donc on va faire une base de données typiquement de ce qu'on aimerait. On ne va pas tout couvrir, on ne pourra pas couvrir toutes les questions. Par contre, on va avoir des réponses de qualité. Et on va entraîner un autre modèle, en fait. On va spécialiser ce qu'on a appris tout à l'heure. Donc, pendant des mois, on s'est entraîné sur l'intégralité des textes qui existent sur Internet. Et puis après, pendant quelques semaines, on va le spécialiser sur des données, très peu de données, mais de très forte qualité qui correspondent à ce qu'on souhaite faire. Et une fois qu'on a fait ça, l'astuce, et c'est une belle astuce, de collecter, il n'est pas bon, là, mais en fait, on a un premier système qui commence à répondre. Parce notre système qui produisait des textes a été spécialisé pour commencer à répondre. Mais il ne répond pas à tout, il n'est pas encore très bon. Par exemple, il n'est peut-être pas assez poli. C'est dans cette phase qu'on va lui apprendre la politesse. C'est pour ça qu'il est très gentil, qu'il nous dit bonjour, que là je crois, je suis bien d'accord avec vous, vous ne pensez pas que, etc. Ça, c'est pas dans les textes initiaux, c'est dans cette phase-là qu'il apprend ça. Et là, en fait, on va faire une chose assez chouette, c'est-à-dire que pour qu'il s'améliore et que ça ne coûte pas très cher, on va utiliser le premier système qu'on a donc produit, qui est spécialisé, et lui, il est capable de nous générer plusieurs types de réponses. On change un peu le bruit, je vous ai dit, sur un début de prompt. On peut prédire une réponse, mais une autre réponse, suivant. On a des probabilités d'occurrence de mots. Donc, il va être capable de nous produire différentes réponses. Là, à ce moment-là, on les collecte, les réponses, et on demande à des humains de les classer. Donc là encore, on a des humains dans la boucle. Des humains classent les réponses. Et en fait, ce qu'on va faire, et ça c'est une astuce qui est redoutable, on va entraîner un deuxième système automatique qui doit mimer les humains. C'est-à-dire qu'ici, c'est un autre réseau qui prend les 4 là, et qui a pour but de classer comme les humains. Donc c'est là où il va essayer d'être poli, où il va dire ça, il vaut mieux être poli, il vaut mieux dire, etc. Et après, une fois qu'on a ça, on a ce système-là qui est capable de classer celui-là, et on va améliorer celui-là, donc le gros, par rapport à celui-là. Et ça va boucler tout seul, et le système va s'auto-améliorer avec le gendarme. Voilà. Donc, en conclusion, il y a 2-3 transparents de conclusion. Donc, quelques limites de ChatGPT, c'est que on parle d'hallucination. Le système n'a pas de notion de vrai, mais il produit du texte. Et il a une élocution de spécialiste, parce qu'il a été entraîné à parler comme un spécialiste dans cette phase, dans cette seconde phase, après l'entraînement sur tout le texte. Il n'apprend pas de la discussion. C'est-à-dire que quand vous allez parler avec lui, si vous ouvrez une nouvelle fenêtre, il a oublié ce que vous avez dit. Sa mémoire, c'est le dialogue. Si vous poursuivez un dialogue, il va relire l'intégralité du dialogue, il va être capable de le réexploiter. Parfois, si vous voulez le faire réfléchir, par exemple, si on veut l'empêcher d'être sexiste, par exemple, c'est très simple, vous dites, voilà, tu es quelqu'un qui n'est pas sexiste, et maintenant, je vais te poser des questions. On lui pose la question, l'homme est au salon et la femme est... Donc il répond dans la cuisine, point. Et après, il répond « Ah non, c'est un propos sexiste, je devrais répondre, la femme est avec lui au salon. » Donc en fait, sa mémoire et sa façon de raisonner, c'est de produire du texte et de se relire. Donc il ne faut pas hésiter à lui poser des questions. Es-tu sûr de toi? Si on lui dit « Es-tu sûr de toi ?», il va relire ce qu'il a produit en jugeant ce qu'il a produit. Alors que quand il est en train de le produire, c'est statistique, donc il n'a aucune espèce de modèle prédictif dessus. Ce qui sous-entend que si effectivement il apprend de tout ce qui a été fait, c'est que généralement les textes sont sexistes. Ah oui, tout simplement. Bien sûr. Oui. Bon, il y a différents problèmes. Ça, je vais pas le parler. Oui. Alors. Il a été posé il n'y a pas longtemps une question à environ 3000 cas d'entreprises qui ont été impliquées dans l'utilisation d'IA générative. Et ce qui fait peur, c'est qu'en fait, la plupart pensent que c'est une innovation qui va concentrer les pouvoirs. Donc on n'est pas dans le progrès. Et c'est quelque chose qui va empirer les inégalités économiques. Voilà. Donc c'est à nous de faire en sorte que ce ne soit pas vrai. Mais malheureusement, c'est un peu compliqué. Ah, ils jugent que ça va centraliser. En fait, c'est leur réponse. Ah non, ça, on ne leur a pas posé ce qui est un risque. Chacun voit ce qu'il veut. Mais non, c'était des questions dessus. Et là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, donc en vert, c'est toutes les données textuelles produites par l'humanité, qui sont disponibles.
D'accord. Donc là, ça, vous voyez, c'est une barre. Là, c'est les années. Et ici, c'est combien de textes, grosso modo, le texte disponible. Bon, ça monte doucement parce que c'est produit par des humains, c'est pas produit par des machines. Et là, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'on entraîne les modèles avec ce nombre de données. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'arrivé en 2028, eh ben, en fait, on aura utilisé l'intégralité de la production humaine. Et donc, c'est un vrai problème pour les LLM parce qu'ils n'auront plus rien à se mettre sous là-dedans. Et donc, ils vont commencer à faire n'importe quoi. On n'arrivera plus à faire des progrès avec. Hein. Allez, on s'ennuie. Je vais vous... quels impacts sur l'édition? J'avais trouvé ça... J'ai 3 points marrants. Avant même l'IA, en fait, il y a des problèmes au niveau de l'édition. En 2022, Penguin Random House, qui est un éditeur anglais, avait dit que sur les 58 000 titres qu'ils ont publiés, il y en a la moitié qui ont été vendus à moins de 12 exemplaires. Donc ça, c'est avant l'IA. Alors, moi, je suis auteur, j'en vends moins de 12, je veux dire, j'ai pas d'amis en plus. Quoi. Donc, après, c'est difficile, hein, je comprends. Enfin, dire, après, on a des exemplaires. Voilà. Alors, l'autre problème, et qui arrive sur Amazon, c'est la recopie sans copie. Et donc ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que vous faites un bouquin technique, par exemple, apprendre à utiliser les LLM, apprendre à monter sur un poteau électrique. Et ben, quelqu'un, quelque part, peut faire un faux, il peut reprendre un nom qui ressemble au vôtre, une couverture qui ressemble à la vôtre, et un texte qui est reformulé de votre texte. Et il appuie sur un bouton et c'est fait. Et donc pour ça, Kindle, donc, qui est la tablette d'Amazon, en fait, a été obligé de mettre des restrictions, et vous ne pouvez pas publier plus de 500 livres par jour. Ah ouais, mais il y a des gens que ça gêne. En fait, il y a des systèmes automatiques qui sont capables de reformuler des livres, de produire des livres, en fait, de faire des faux, quoi. Et les gens, ils vont acheter. Tiens, ça ressemble aux Misérables, mais c'est les Miséroubles. Et puis, et il y a une histoire, il y a un texte. Qui a la même histoire, mais qui est reformulée par ChatGPT. Enfin, voilà, donc, et ça, c'est un vrai danger, c'est-à-dire qu'effectivement, on est abreuvé de textes et de plus en plus. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, je vais garder juste 5 minutes pour des questions. Eh ben, alors effectivement, très rapide, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a très rapidement des questions? Parce qu'on est très, très, très en retard, mais on va se débrouiller. Vous avez un micro qui arrive. J'en lisais avant, ouais. Si, j'en lis, mais c'est pas lié en fait. En fait, la science-fiction et l'IA, c'est une histoire d'amour et de. En fait, ça guide. Je l'ai évoqué sur les méga corporations. En fait, c'est quand je lisais les SF et quand on nous dépeignait un avenir avec ces corporations qui dominaient le monde, je me disais mais ça n'arrivera pas. Et là, j'ai peur que si, alors c'est vraiment un gros si, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça le fera. Mais si on a des systèmes automatiques pour produire des recettes de médicaments ou pour produire des recettes de nouveaux matériaux, et que ces systèmes-là sont produits comme ils sont automatiques, ils sont gérés par les gens qui ont les meilleurs LLM, c'est-à-dire Google, Facebook, etc., et ben, les pays ne pourront pas suivre et on sera obligé de payer une redevance pour utiliser les matériaux, les médicaments de Facebook. Et donc, quand je disais tout à l'heure, la société s'écroule, ça veut dire que même l'éducation supérieure, qui a pour but d'innover, de former des ingénieurs, de former des scientifiques pour le progrès, finalement, ça devient désuet parce que ce progrès-là est lidé par des systèmes autonomes automatiques. Donc c'est un vrai danger qui a déjà été abordé par la SF. Mais voilà. Non, mais après, au-delà de la SF, c'est quand même étrange qu'il n'y ait aucun pays, aucun gouvernement qui prenne la mesure de ça et qui se disent il n'y a que Google ou Facebook ou autre qui soit capable de payer pour ça. C'est quand même très étrange, non? Alors, on le fait. Enfin, l'Europe s'équipe. Il y a des éléments, mais on n'a pas le pouvoir. Enfin, nous, on est dans la législation et c'est très compliqué de s'organiser. Mais ça va être très compliqué d'avoir un contre-pouvoir. Et là, je parle d'Elon Musk, etc. Mais la Chine est extrêmement forte en intelligence artificielle. Ils ont fait des bonds en 10-15 ans et ils sont très très forts dans ces domaines-là. Donc, si je parle des GAFAM, mais c'est pareil au niveau de la Chine. Ouais. Mais oui, c'est un vrai. Moi, je pense que c'est un vrai danger. Mais le danger est pas. Il y a déjà des choses à régler
Les politiques, ils ont déjà des choses à faire pour demain. Donc en fait, ça, ils font plutôt du bruit, ils font des annonces. Mais comme il y a des coupes budgétaires, hein, l'enseignement supérieur va être saigné. Il était déjà à l'os, mais là, ça va être encore pire. Non, c'est pas bon, quoi. Est-ce qu'il y a aussi des réflexions sur des dangers psychiques plutôt qu'économiques liés à cet acte qui remplace la génération humaine et créative? Alors, sur les dangers, il y a de la législation, il y a l'IA Act, mais sur les dangers psychologiques, il n'y a pas forcément de réflexion. C'est plutôt la question de la responsabilité. Il y a TikTok qui est poursuivi pour donner pour les. En fait, par exemple, il a été montré que TikTok, si vous êtes déprimé, vous donne de plus en plus de choses déprimantes, en fait. Donc, vous accompagne dans la dépression. Pourquoi? Parce que ça fait vendre, parce que en fait, c'est pas volontaire. Hein. C'est juste que quelqu'un déprimé va avoir tendance à passer plus de temps sur des choses déprimantes. Et donc, c'est comme ça qu'ils vendent plus. Enfin, je veux dire, alors, c'est mal, hein, il n'y a aucun problème, mais c'est aux législateurs de faire ce pas. On ne peut pas demander aux gens qui font les IA de réguler eux-mêmes, parce que quelqu'un d'autre le fera. Mais par contre, évidemment, c'est des vrais problèmes. Alors sur le psy, c'est plus compliqué. Par exemple, c'est plus compliqué. Moi, ce que je dis à mes élèves, parce qu'on fait des jeux vidéo, mais quelqu'un peut tomber en dépression parce qu'il perd un jeu vidéo. Donc, est-ce que pour autant, oui, j'exagère, mais les facteurs sont tellement complexes. Voilà. Mais très clairement, le fine-tuning de ChatGPT, il est là pour empêcher ça. C'est-à-dire que si tout d'un coup on a des propos suicidaires dans ChatGPT, et ben, il a été formé, enfin, il vous aiguille dans la bonne direction. Parce qu'ils ont fait attention à ça, etc. Mais c'est au bon vouloir des entreprises. Ça. Ouais. Bonjour, c'était pour demander, en dehors du travail mathématique et statistique qui programme l'IA, est-ce que c'est juste de dire que tout ce travail mathématique et statistique se base sur une matière, sur un contenu préalable, et que c'est à partir de ce contenu préalable, finalement, qu'on génère... En fait, derrière ma question, il y a cette alerte dont on nous avait déjà parlé, à savoir, justement, sur les réseaux sociaux, etc. C'est gratuit parce que le produit, c'est vous. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais ça veut dire que tout ce qui est du domaine public, par exemple, au niveau de la littérature, va être un contenu disponible de façon à pouvoir utiliser, former l'IA, etc. C'est plus que ça, c'est-à-dire que... Oui, non, en fait, c'est plus que ça. C'est-à-dire que si c'était que le domaine public, s'ils faisaient que respecter les règlements, en fait, ils n'iraient pas aussi loin. Donc non, ils ont des contrats avec des entreprises du Kenya, par exemple, avec des NDA, des non-disclosure, enfin, pour récupérer des choses dont le copyright est pas respecté. Voilà, donc dans la production d'images, il y a très clairement des images dont ils ne respectent pas le copyright. Mais on est dans une zone floue parce que l'image n'est pas restituée, elle est utilisée pour entraîner des modèles. Et donc, sa part dans le système est vraiment minime. Donc, en fait, c'est vraiment une zone assez trouble. Ouais. Mais effectivement, si on demandait à Google, Facebook de payer les droits d'auteur en considérant que quand ils entraînent un modèle, ils lisent le livre, eh ben, ils n'arriveraient pas à le faire. Donc ils ne le payent pas, ils ne le font pas, et il y a un vrai souci de copyright. Mais il y a aussi un souci de copyright dans la production, en fait. Parce qu'il y a une possibilité qu'ils reproduisent du texte. Et c'est pourquoi, par exemple, on discutait avec Ubisoft, ils essaient d'avoir des systèmes de discussion dans les jeux vidéo avec le joueur, mais en fait ces systèmes-là, on peut les tricher, avec, et on peut les forcer à avoir des propos racistes. On peut contourner en fait les mesures de sécurité, et aussi ils n'ont pas la garantie que le système ne va pas produire du texte issu par exemple de Disney. On ne peut pas le produire. Et donc, si dans un jeu Ubisoft, tout d'un coup, il y a une production de texte d'un autre acteur du jeu vidéo, c'est pas possible, quoi. Voilà. Oui. Dans la mesure où la production de texte, comme vous l'avez dit, repose sur des critères de probabilité, on peut dire que ce qui va le mettre en échec, c'est l'originalité. Donc, tout texte qui va être un tant soit peu créatif
va le mettre en échec, puisqu'il va s'appuyer sur des stéréotypes, des clichés. Ou est-ce qu'on peut imaginer que lui-même devienne créatif ou original à un moment donné dans sa production de texte? Alors, la notion de création, en fait, si humblement on dit que c'est pas forcément fait par une entité qui a conscience d'elle-même, parce que sinon il n'en est pas. Si on définit la création comme quelque chose de nouveau et qui est perçu par quelqu'un comme intéressant, il en est tout à fait capable. Et en fait, on peut tricher avec lui. Enfin, il a aussi une notion de perplexité. Enfin, il a effectivement, si vous faites un texte qui sort de ce qu'il a vu, c'est statistiquement très peu probable. Il y a une notion qui s'appelle la perplexité, c'est-à-dire qu'on est capable de regarder que ce texte n'est vraiment un texte qui correspond pas du tout à ces stats. Effectivement, il va dériver, mais il peut aussi récupérer jouer le jeu. C'est-à-dire que, en fait, il peut faire seulement de créer. Parfois, il y a des poèmes qui sont quand même difficiles à appréhender. Et il y a des études qui ont montré, je ne l'ai pas là, mais que la poésie produite par ChatGPT était jugée plus humaine que la production de poésie humaine. Alors, pourquoi ? Parce que les humains font des choses très bizarres, des fois. Et donc, en fait, si on vous dit, voilà, c'est un ordinateur ou un humain, et que c'est très bizarre ce qu'il produit, on va dire, c'est un ordinateur, quoi. Par contre, si on dit, non, ça c'est un humain, on va dire, ok, alors pourquoi il l'a fait ? On va chercher la volonté, on va chercher la compréhension, donc on va aller plus loin. Mais sur le texte brut, est-ce que c'est un humain ou une machine, ChatGPT réussit mieux l'épreuve de la poésie par rapport à un humain. Alors, je suis désolé, on va devoir y aller parce qu'on a pris beaucoup de retard. Et là, il faut qu'on coupe. Je suis désolé parce que c'est vraiment passionnant et je pense qu'on a tous plein d'autres questions, mais il faut vraiment qu'on avance là. Donc, merci beaucoup. Merci de cette intervention extrêmement fluide. Très bien.